Bonjour à tous et bonjour à toutes. Comme toujours, je vous invite à vous manifester dans le chat pour me dire si tout fonctionne. Je vois Stéphanie première. C'est moi ou Stéphanie à chaque fois? Et la première, j'ai l'impression que ce nom revient. Bienvenue sur ce webinaire. J'espère que tout fonctionne, tout va bien. Bonjour Sophie. Ravie de vous retrouver pour cette troisième. J'essaie de suivre. Je crois que c'est la dernière édition du mois de juin là. Oui, déjà le mois de juin arrive à sa fin. Ravie de vous retrouver à nouveau pour aborder un sujet qui j'espère vous passionnera, un peu inédit. C'est pas un sujet que l'on aborde comme ça naturellement, spontanément. C'est quand même un sujet très précis. Donc on va veiller à ce qu'il vous passionne tout autant que c'est le cas pour nous. On est super ravis d'être là. On est là pour à peu près 3/4 d'heure, maximum 1 heure ensemble, pour parler donc du rôle des RH face au développement à l'international des entreprises. Et pour aborder ce sujet, on a aujourd'hui 2 invités que je vais inviter à prendre je vais pas y arriver à parler aujourd'hui, c'est compliqué. Je vais vous inviter à prendre la parole, à vous présenter en quelques mots Lionel et Jairo. Et puis après, on pourra se lancer dans le vif du sujet. Déjà, bonjour. Alors, bonjour Lionel, déjà. Je vois que Lionel a son micro ouvert. Donc, je me lance avec Bonjour. Lionel. Bonjour à tous. Donc, je suis Lionel Gaillard. Je suis directeur associé dans le cabinet Altea, qui est un cabinet qui est spécialiste de la transformation RH. Et pour vous parler, moi, je travaille sur des SIRH depuis plus de 28 ans. Et j'ai travaillé dans beaucoup de pays. J'ai travaillé bien entendu en France, mais j'ai travaillé dans pas mal de pays européens, en Angleterre, en Belgique, en Suisse, en Italie, en Espagne, où j'ai travaillé sur les SIRH et entre autres sur les payes, aux États-Unis également, dans les pays du Maghreb, et puis également dans les pays d'Asie, avec le Vietnam. T'as bien voyagé. Ouais. Le tour du globe. Donc, on va pouvoir profiter de ton expérience aujourd'hui pour aborder ce sujet-là. Donc, c'est chouette, d'autant plus que toi-même, tu l'as vécu à travers ces différents voyages professionnels. Donc, merci Lionel d'être ici. On est ravis de t'avoir à nos côtés. Et puis, on a Jairo aussi qui est là. Absolument. Bonjour à tous et à toutes. Merci Anaïs, merci Lionel pour ce bel échange en tout cas. De mon côté, que puis-je dire de beau? Eh bien, je suis moitié français, moitié mexicain, d'où la raison de ce visage-là. Aujourd'hui, j'accompagne Deal en effet avec tout ce qui est projet de changement de stratégie RH pour des entreprises à l'international. C'est un sujet qui sincèrement me passionne déjà depuis un bon petit paquet d'années. Donc, en tout cas, sincèrement ravi d'être ici et de pouvoir échanger avec vous tous. Super, parfait. Écoute, merci à toi d'être ici aussi. Je le reprécise à chaque fois, mais c'est important. Vous qui nous écoutez, sachez que ce webinaire, il est vraiment fait pour vous. Donc profitez-en, c'est votre moment aussi. Si vous avez des questions, des réactions à nous partager, sentez-vous à l'aise de le faire dans le chat. Moi, je me ferai votre relais comme à chaque fois. Je me ferai un plaisir de relayer vos questions auprès de nos 2 experts du sujet du jour. Et puis, pour la petite info, comme je sais que la question risque d'arriver, le replay vous sera transmis automatiquement par mail à la fin du webinaire. Donc ça, tout fonctionne bien, tout va bien. Le programme d'aujourd'hui, on va parler grosso modo des grands défis qui attendent les RH et comment est-ce que la fonction RH a un rôle finalement dans le développement à l'international des entreprises et comment est-ce qu'elle ne doit pas justement devenir un frein et avec un gros focus sur 2 sujets clés qui touchent l'internationalisation, c'est dur à dire. Et puis bien évidemment, tout au long du webinaire, moi je rebondirai sur vos questions, mais ça n'empêche pas qu'on se gardera aussi un temps à la fin si jamais des questions sont restées en suspens. Un petit mot sur le sujet, ou est-ce qu'on se lance dans le vif du sujet? Je vous laisse Lionel ou Jairo nous dire, est-ce que vous voulez faire une petite intro, pourquoi ce sujet aujourd'hui, et puis on y va. Ce sujet aujourd'hui, c'est parce que c'est un sujet qu'on voit de plus en plus. Nous, en cabinet de conseil, on a de plus en plus de sociétés qui viennent nous poser des questions sur ce sujet-là. Alors, on peut l'expliquer de plein de manières différentes, mais une image qui est une bonne image, je pense, c'est quand il y a un COMEX et que le DRH est dans le COMEX
et que il apprend mais avec tout le monde que et tout d'un coup un pays va être ouvert ou qu'on lui dit qu'on est en train de travailler sur l'ouverture d'un pays, et ben on se retourne vers le DRH en lui disant c'est bon, vous de votre côté vous arriverez à ouvrir le pays au niveau paye, au niveau RH à la vitesse où on veut. Et si à chaque pays c'est une découverte, il n'en a aucune idée, ben ça lui pose un problème. Et donc de plus en plus, nos clients s'adressent à des solutions telles que Deal, mais il y a d'autres qui leur donnent une visibilité et mais une prédictibilité sur en combien de temps ils peuvent ouvrir le pays, que là où l'acteur qu'ils ont choisi, qui est un acteur global, leur garantit la sécurité des données, leur garantit la conformité de la paye et d'autres actions RH. Et donc, ça devient vraiment quelque chose de plus en plus important pour eux. Ok, bon ben très clair, merci Lionel, très clair effectivement. Ça m'amène du coup à enchaîner tout de suite et vous poser une petite question. Et je vais avoir plein de questions moi à vous poser aussi, mais vous aussi dans le chat, posez vos questions, allez-y. Déjà, selon vous, quels sont les défis RH lors de la mise en place de solutions pour répondre justement à ce gros challenge du développement à l'international? Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on demande généralement en RH? C'est quoi les sujets qui reviennent sur la table? Donc, je vais reprendre la parole, puis Jairo va compléter. Donc, les défis qu'on leur demande, c'est, comme je vous disais, à l'ouverture d'un pays, de pouvoir, dès l'annonce de l'ouverture de ce pays, savoir déjà en combien de temps je vais pouvoir mettre en place tout le support RH, à la fois la paye, mais les autres supports pour ce pays-là. Donc avoir de la visibilité. Donc pour eux, c'est vraiment le défi. Et puis, c'est bien beau de le mettre en place, mais après, comment je fais pour garantir que ça fonctionne comme je veux que ça fonctionne? Et là, on arrive sur des sujets qui sont des sujets très importants, des sujets de sécurité. Alors sécurité au sens sécurité d'accès, sécurité de données, et avec le RGPD. Est-ce que si je vais aux États-Unis, est-ce que je serai sous le Cloud Act et toutes ces choses-là? Vous avez des pays tels que les pays de la Turquie, par exemple, qui empêchent que toute donnée puisse sortir de la Turquie. Enfin, vous avez plein de règles. Savoir est-ce que je suis capable de suivre ces règles. Et après, c'est également la conformité. C'est-à-dire que est-ce que tout ce que je vais faire, ça va bien être conforme aux lois, aux différentes lois de tous les pays. Je te laisse rebondir, Jairo. Absolument, merci Lionel. Pardon. En effet, il y a des éléments extrêmement importants à prendre en considération d'un point de vue protection des informations personnelles. Chaque géographie va avoir une interprétation unique. Lionel a mentionné déjà quelques exemples, mais on pourrait rajouter par exemple en APAC Singapour et ses règles, ou dans la région MENA avec les Émirats arabes unis, qui est on va dire une géographie dont l'information qui est créée ne doit pas sortir du pays. Donc typiquement pour ça, ça peut devenir un petit peu challenging d'avoir une solution qui peut véritablement couvrir tous les pays, chose que aujourd'hui est extrêmement importante, puisque on s'aperçoit que à peu près 45% des erreurs de paye sont générées d'un point de vue de soit manque de connaissances d'un point de vue législation locale, ou bien encore tout simplement d'interprétation, de culture. Et là, pour le coup, ça, c'est un point extrêmement important, puisqu'il faut pouvoir compter justement sur un partenaire qui peut accompagner avec, par exemple, la mise en place ou le déploiement d'un SIRH qui est déployable à une échelle internationale, mais qui va répondre aux besoins locaux et aux stratégies locales respecter justement et rester absolument conforme dans chacune de ces géographies-là. Et Jairo, pour qu'on se rende bien compte, parce que forcément un RH qui ne l'a pas forcément encore vécu, pour lui c'est pas forcément une évidence que il peut y avoir des conséquences lourdes s'il prend pas part à cette prise de renseignements, à s'adapter finalement au code de chaque pays. Est-ce que tu as en tête
d'autres taux? Tu nous as partagé un premier chiffre, mais est-ce que tu as en tête d'autres chiffres parlants comme ça qui peuvent mettre en évidence que, attention, warning, qu'est-ce qui peut se Absolument. passer si on n'est pas aligné à tout ça? Absolument. Donc, typiquement, l'année dernière, à une échelle véritablement internationale, donc on parle de plus de 180 pays, il y a eu un total de 61 000 changements de législation rattachés au droit du Ah travail. oui. Donc, c'est des changements qui vont impacter l'ensemble des entreprises et qui, par extension, vu leur responsabilité en tant qu'employeur, ils doivent absorber. C'est une tâche monstrueuse dont, sincèrement, le RH ne doit pas avoir la totalité de cette responsabilité sur les épaules. Il faut justement pouvoir compter sur des cabinets comme Altea et des solutions comme Deal, par exemple, pour lesquelles, et là pour le coup c'est quelque chose qui ne sort pas du tout de moi, c'est réglementation de paye. Il y a effectivement une étude de KPMG qui explique que 62% des responsables RH, et je suis en train de lire pour ne pas me tromper, considèrent que la conformité de la paye est leur principale préoccupation. Donc, D'accord. on va parler véritablement que l'ensemble des entreprises locales et internationales, leur préoccupation, c'est la conformité. Pourquoi? Puisque les conséquences peuvent être assez lourdes, en effet. C'est très lourd, et oui. Ouais. Est-ce que je pose la question à l'audience, est-ce que ça vous surprend? Est-ce que selon vous, c'est effectivement pour vous, de votre côté, le sujet qui serait le plus pesant si vous étiez amené à vivre une internationalisation, ou c'est peut-être déjà votre cas d'ailleurs? En attendant, je vois déjà une question dans le chat que j'aimerais bien vous partager. Antoine qui demande quels sont les pays les plus complexes en termes de sécurité et de conformité. S'il y avait un top 3 des pays pour lesquels c'est le plus complexe, à quoi vous pensez, Lionel ou Jairo? De toute façon, les pays les plus complexes en termes de conformité. Alors, vous savez que la paye française est reconnue comme étant la paye la plus complexe. Donc, la paye française, c'est le top de la conformité. Après, faut pas croire que, contrairement à ce qu'on entend, que les autres payes sont entre guillemets faciles. Eh oui. Vous allez aux États-Unis, par exemple. Aux États-Unis, la paye en tant que telle, elle n'est pas compliquée, mais dans la paye, vous avez le calcul des taxes. Et dans le calcul des taxes aux États-Unis, vous avez différents niveaux. Vous avez les taxes fédérales, les taxes des États, et vous pouvez aller même descendre à ce qu'on appelle le school district. School district, c'est les découpages des cartes d'écoles en France. Et en fait, vous pouvez avoir des gens, comme vous payez les taxes en fonction de là où vous travaillez et de là où vous habitez, eh ben, vous pouvez avoir des gens qui habitent dans la même rue, mais donc des gens qui sont du côté impair vont pas payer les mêmes taxes à cause du school district que les gens qui habitent du côté pair. Donc, alors ça, c'est assez original pour le coup. Donc ces enjeux de calcul de taxes, c'est des enjeux qui sont très très importants aux États-Unis. Donc c'est des choses qui évoluent beaucoup. Récemment, moi je travaille sur des pays africains en ce moment. Récemment, en Côte d'Ivoire, ils ont changé un déclaratif qui depuis janvier, et en fait dans le déclaratif ils avaient demandé un certain nombre de choses qui devaient être déclarées, et l'équivalent du CERFA en fait pour le déclaratif, il manquait une colonne. Donc c'est tout bête, hein, mais les sociétés savaient pas comment réagir là-dessus. Et en fait, les différents acteurs, dont d'ailleurs un des partenaires de Deal qui est PaySpace, a trouvé une solution intermédiaire et ils ont discuté avec tous les organismes légaux pour pouvoir valider cette solution intermédiaire. Et ils l'ont validé pour l'ensemble de leurs clients. Donc ils avaient un poids de négociation qui était important. Donc c'est ce genre de choses qui fait que en effet la culture locale et les évolutions des règles locales, c'est toujours compliqué à suivre quand on est pure société, alors que quand on s'appuie sur un partenaire global, eh ben c'est le poids de la discussion est beaucoup plus important. Oui.
Ça rejoint un peu ce que l'un de vous disiez tout à l'heure sur le fait que le RH, il doit pas être tout seul en plus face à Exactement. ces enjeux, à défaut peut-être du soutien de son entreprise, parce qu'en interne, il a peut-être pas forcément le soutien possible, mais avec une aide externe, parce que j'imagine le défi, c'est de compliqué tout seul. Et justement, dans le chat, alors pour compléter ce que vous disiez, Laurence disait que selon elle, alors on se questionnait sur les sujets les plus complexes, donc on parlait de la paye, tout à l'heure Jairo mentionnait la paye, et elle disait selon elle, peut-être aussi le recrutement en plus. Moi, c'est vrai que pour l'avoir vécu, j'ai recruté à l'international et c'est vrai qu'effectivement, d'un pays à l'autre, on recrute pas de la même manière. Les codes peuvent être assez différents. Ne serait-ce qu'un exemple tout bête, la manière de faire le CV. Enfin, moi, je vis au UK et on fait pas du tout un CV comme on le fait en France et ça impacte les pratiques en recrutement aussi. C'est assez différent d'un pays à l'autre. Ouais, Tout à Jairo, fait. tu voulais compléter? Je vois que tu as ouvert Absolument. ton micro. En fin de compte, si on va en détail, et là Lionel a résumé très bien la chose, on peut prendre un petit peu plus de granularité, puisque c'est pas seulement le pays. On peut prendre Brésil, Italie, France, Japon, Chine, comme pays qui sont complexes d'un point de vue modélisation d'un monteur de paye, par exemple. Mais si on prend également le côté un peu plus humain, c'est pouvoir embaucher ses collaborateurs dans ces phases de recrutement et comprendre justement ce que tu disais, Anaïs, c'est pas la culture de chacun de ces pays-là. Et pour le coup, quelque chose qui va être extrêmement important, c'est avoir un mécanisme qui permet d'avoir une culture d'entreprise, on en parlera très certainement aujourd'hui, qui va unifier tous ces éléments. Et donc, pour l'expert et ses collaborateurs, l'expérience est la même, mais tout sera spécifique à chaque pays. Typiquement, comme le disait Lionel, pour les États-Unis, eh ben, on a le même cas au Mexique. Le Mexique est un pays également fédéral, ce qui signifie qu'il y a tout un paquet de règles à un point de vue pays, mais également chaque État et ensuite chaque municipalité aura ses propres règles à mettre en place. Ça, c'est des points très importants et je pensais notamment à un exemple avec le Kenya où toutes les ONG, donc pour vous montrer une industrie très particulière, qui de manière générale a un statut un petit peu plus diplomatique, beaucoup plus ouvert, et ben, le Kenya a décidé qu'ils allaient gérer ces ONG comme si c'était des entreprises à part entière au Kenya, et par conséquent, tout ce qui est réglementaire, droit du travail, déclaratif, etc., est exactement le même, ONG ou pas. D'accord. Donc c'est propre du coup à leur cadre à eux local, enfin local quoi, le cadre local. Exactement. Ok, donc ça souligne vraiment l'importance finalement à chaque fois, nouveau pays, je dois réapprendre quoi. C'est assez vertigineux. Et alors dans le chat, j'ai un sujet qui est revenu là à plusieurs reprises sur la question de la culture justement. Tu le soulignais un peu Jairo aussi, mais peut-être que c'est un sujet sur lequel on reviendra un peu plus tard, parce que je vois il y a pas mal de curiosité autour de ça, et notamment de la notion de... Alors attention, je vais me lancer, c'est dur à dire comme multiculturalisme, j'arrive jamais à le dire, mais cette idée, parce qu'il y a la question justement, est-ce qu'on doit prendre en compte ou pas les spécificités culturelles locales et comment est-ce qu'on fait pour s'adapter, comment on adapte nos politiques RH en fonction des cultures locales, quand on a un développement à l'international, comment est-ce qu'on gère une main-d'œuvre multiculturelle et multigénérationnelle, il y a double enjeu. Peut-être avant d'aborder ces sujets-là, est-ce qu'on peut se poser notamment sur quels sont un peu les écueils à éviter lors de la mise en place d'une mise en place au niveau de l'organisation interne? Alors, si tu veux, Lionel, je peux prendre ce début. Un point qui est extrêmement important, c'est la gouvernance. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est véritablement que l'ensemble des acteurs dans l'organisation, donc comme disait Lionel, un COMEX, soient au courant et participent à ce changement de stratégie et qu'ils puissent véritablement se sentir connectés à ce changement de stratégie, puisque implémenter une solution nouvelle, s'agit véritablement, c'est pas un changement tactique, c'est pas quelque chose pour répondre tout simplement à un besoin comme est celui de la paye, par exemple, ou d'avoir un SIRH
qui est déployable absolument partout dans le monde, mais c'est surtout que tout le monde puisse commencer à avoir la même projection et avoir les mêmes valeurs communes d'entreprise. Et ça, on va parler de culture d'entreprise, du coup. Lorsque moi, je mentionnais culture, par exemple, locale, je faisais allusion au changement de loi et aux interprétations. En tant que Français, si je lis des textes mexicains, je vais les interpréter comme un Français, ce qui est potentiellement un écueil, puisque c'est pas à moi d'interpréter des textes de loi ou de loi du travail locaux. Pour ça, il faut que j'ai un expert. Et ces experts-là, justement, vont pouvoir accompagner la stratégie des entreprises, mais pour ça, il faut que tous les acteurs puissent être au courant de cet aspect-là. Un des exemples en gouvernance, ce serait département RH. S'il y a des points relais dans les différents pays où ils sont présents, et bien que ces points relais, relativement tôt dans le début de la conversation, des échanges, qui puissent déjà commencer à participer, à poser leurs questions sur leurs spécificités dans leur pays, pour justement pouvoir se sentir part non seulement d'une solution et une approche globale, mais qui répondra également aux aspects locaux. Et ça, c'est une force à avoir. Lionel, tu veux compléter ? Pour compléter ce que dit Jairo, alors si je reprends comment gérer le multiculturalisme, oui. on va y venir tout à l'heure en disant que déployer un outil à l'international, au sens un outil global à l'international, permet de créer une unité d'identité de société et choses comme ça. Ça, c'est très important. Mais il faut pas non plus trop uniformiser, puisque chaque pays a ses particularités. Si je prends un exemple simple, vous allez en Allemagne, par exemple. En Allemagne, vous devez, c'est pas une obligation, mais on demande quelle est l'obédience des personnes, puisque vous avez des taxes qui sont liées à l'obédience des personnes en Allemagne. Vous allez aux États-Unis, on va demander, vous savez, alors je sais plus comment ils appellent ça, les types. Est-ce que vous êtes caucasien, est-ce que vous êtes latino et tout ça. Pour tout ce qui est justement ils font des statistiques là-dessus par rapport à ce qu'ils doivent avoir dans chacune des sociétés. Donc tout ça, c'est des choses qui, bien entendu, par exemple en France, c'est complètement interdit. Mais on en a besoin dans d'autres pays. Donc il faut à la fois avoir des process qui soient unifiés, mais ça n'empêche que pour chaque pays, on a besoin de données qui sont spécifiques à chacun des pays, et il faut pouvoir le faire de manière locale. C'est-à-dire qu'il faut surtout pas que la question sur l'obédience arrive en France. Ça serait une faute grave, quoi. Donc il faut que le partenaire qu'on a qui est global, sache bien s'adapter localement à chacune des spécificités. Et là, on est bien dans le multiculturalisme. En fait, c'est une vraie question d'équilibre, parce que moi, forcément, je rebondis sur ça parce que moi, le sujet de la marque employeur, c'est un sujet qui me touche beaucoup. C'est le sujet sur lequel j'interviens beaucoup. Et forcément, j'ai tendance à me dire que c'est super important qu'il y ait une uniformisation dans les pratiques, et que ce soit assez égalitaire pour tout le monde, et que ce soit clair pour tout le monde, et qu'on soit tous sur la même ligne directrice. Mais en même temps, ce que tu viens de dire me fait dire ah ben non, pas complètement, parce que tu es obligé de prendre en considération les différences entre chaque pays. Donc en fait, c'est vraiment un mix entre cette unicité et à la fois cette adaptation au cadre local pour chacun des pays avec lesquels on est amené à travailler. Et du coup, moi, je vous pose la question, quid de l'impact sur la marque employeur alors ? Alors l'impact sur la marque employeur, donc elle est quand même importante. Hein. C'est les sociétés que moi je rencontre qui ont des implantations partout à travers le monde. Un de leurs buts de mettre en place des outils communs et uniformes sur tout l'ensemble de leurs implantations, de leurs filiales à travers le monde, c'est c'est la marque employeur, c'est-à-dire au moment où
je m'appelle Coca-Cola. Quand j'ai quelqu'un qui se connecte à mon portail Coca-Cola aux États-Unis, eh ben je veux que ce soit la même chose que mon portail Coca-Cola Mhm. en France ou mon portail Coca-Cola, parce que je fais partie de Coca-Cola et je dois pouvoir m'identifier à Coca-Cola partout à travers le monde. Et ça, c'est quelque chose de très important et ça fait partie de la marque employeur. Quand j'embauche quelqu'un à n'importe où, je suis Microsoft, j'embauche quelqu'un partout à travers le monde, le process d'embauche, même si je vais avoir des particularités locales, le process global doit être le même et je dois avoir, bien entendu, l'identité Microsoft partout. Je dois avoir un outil up-to-date parce que je suis Microsoft. Il est hors de question que je demande aux gens de venir signer leur contrat en papier parce que je suis dans Ah le bah, ouais. je suis au top de la technologie. Donc c'est tout ça et cette exigence, je l'ai partout à travers le monde. Mhm. Donc c'est De la ça qui est cohérence. ouais, c'est ça qui est important. Absolument. Là, Jairo? pour le coup, l'image de marque, en fin de compte, c'est ce qui va donner ce côté un petit peu culture de marque également, comme le disait Lionel, où on va se sentir identifié à une entreprise, on va se sentir identifié à notre employeur, et par conséquent, on va se sentir un petit peu comme un véritable preneur de parti. Le mot en anglais qui me vient à l'esprit, ce serait ownership. Ils se sentent comme s'ils étaient véritablement une partie intégrale de Ouais. l'entreprise. Ils Mhm. n'ont pas tort. Et là, pour le coup, c'est un point extrêmement important puisque c'est grâce aux super-héros du département RH que l'entreprise continue à grandir. Ça, c'est bien sûr un petit peu mon côté biased, puisque le monde RH, c'est quelque chose qui me passionne, mais je vois véritablement la croissance d'une entreprise avec 3 onglets. C'est le temps, évidemment, c'est de l'argent, et de l'argent, évidemment, c'est du talent. Et donc, pour avoir ce cercle positif, eh ben, il faut compter justement sur l'humain, puisque c'est l'humain qui va permettre de continuer à grandir. Donc, si je voyais beaucoup de questions défiler, comme comment est-ce qu'on va pouvoir gérer une main-d'œuvre multiculturelle ou multigénérationnelle, eh ben, ça fait partie de ça. Ça fait Mhm. partie des valeurs de l'entreprise que, peu importe, dans le pays où on se trouve, c'est la valeur d'Altea, la valeur de DIB, la valeur de Culture RH. Et c'est pour ça qu'on a envie de continuer à travailler avec eux. Mhm. Et donc, ça, c'est ce qui va donner justement à ces grands groupes, par exemple Coca-Cola, une image de marque très précise. C'est pas juste le côté marketing, vente, business du Ouais, bien côté sûr. non, général, mais aussi les gens qui sont à l'intérieur. Mhm. Et là, c'est avec un outil justement qui peut être déployé à une échelle globale, mais avec une expertise et un accompagnement dans les services véritablement Mhm. local. Le mot que je trouve horrible, mais qui fonctionne très bien, c'est glocal. Glocal, ouais, mais ça Donc, résume bien. exactement. Donc, la solution, effectivement, va consolider l'ensemble des tâches, les processus, les processus de validation. Lorsqu'il y a un collaborateur qui fait sa demande d'arrêt, il y a le manager qui va valider, ça partira directement en paye, etc. Ça, c'est un processus. Mais ce qui va être important, c'est l'image que ces processus vont donner. Donc, Mhm. côté modernité, côté connaissance locale et appliquer les règles locales, c'est extrêmement important. Encore une fois, je fais un mini détour puisque je vois énormément de questions et merci à tous pour ça. Oui, sur les technologies et les tendances du marché, je pense que c'est là que tu as dû Exactement. voir passer. Mhm. Exactement. Et c'est ce qui m'a poussé un petit peu sur le Mhm. côté technique. Mais effectivement, donc, il faut penser global en tant qu'une organisation multinationale, multiculturelle, mais il faut être certain que cet accompagnement, ce prestataire, puisse être local également. Et ça, c'est la beauté d'une solution qui va fonctionner et qui va pouvoir continuer à participer activement à la croissance Mhm. de chacune des entreprises, en fin de compte. Ouais. Et ce que je peux rajouter, Jairo, c'est la
pour répondre à la question sur l'évolution des technologies, les tendances du marché, nous, on voit bien sur le marché la différence entre des gens qui ont pris des solutions globales et des gens qui ont fait des contrats locaux vraiment. En fait, les gens qui ont des solutions globales, l'évolution du marché, l'évolution, ils suivent justement, l'outil va suivre cette évolution. S'il y a des gens, il y a des solutions qui commencent à avoir des prompts d'IA générative dans leur solution RH, et ben au moment, quand vous êtes avec une solution qui est globale, au moment où c'est mis en place, vous en profitez. A contrario, quand on a des gens qui ont des solutions qui sont propres à chaque pays, ben vous pouvez avoir dans un des pays, on fait les demandes de congés avec son téléphone, et dans le pays d'à côté, on fait les demandes de congés en papier qui est transmis avec quelqu'un d'autre qui les ressaisit, tout ça. Et on a des disparités à cause de ça. Eh oui. Parce que localement, la personne, enfin l'offreur qu'on a pris localement, il était bien à l'époque, mais il n'a pas évolué, et ainsi de suite. Et voire, ils peuvent avoir aussi des offreurs qui tout d'un coup mettent la clé sous la porte. Ce qui fait que quand vous avez un offreur qui est global, vous avez beaucoup moins ce risque-là, quoi. Donc c'est toutes ces choses-là poussent quand même de plus en plus nous les sociétés ce qu'on voit, c'est à prendre des offreurs globales pour garantir justement de pouvoir suivre toute la partie technologie, la partie tendance du marché. Et on va tomber sur un autre sujet dont on parle juste après, c'est toute la sécurité des données, qui est quand j'ai un offreur local, qui est pas forcément très gros, est-ce que je suis vraiment sûr de la sécurité de mes données, alors que et puis qui peut créer d'ailleurs une brèche, parce que s'il est connecté avec mon système global, ça peut créer une brèche de sécurité, alors que quand vous avez un offreur qui est global, le risque est beaucoup moins fort. Bah justement, comme t'as déjà, enfin vous avez déjà un peu répondu sur le sujet de comment faire en sorte que la mise en place se passe bien. Est-ce que vous vouliez compléter d'autres choses avant qu'on avance sur les focus? Et sinon, je vous propose qu'on avance. Ouais, allez, c'est parti. Premier focus, tu l'évoquais, Lionel d'ailleurs, sur la maîtrise des données. Déjà, une première question moi, que j'ai envie de te poser, Lionel, c'est pourquoi est-ce que c'est un sujet? Pourquoi c'est un point clé? Alors, il faut savoir que la donnée, c'est quand même le sujet central de tous ces outils quand même. Moi, je fais des cours en master sur les SIRH. Le premier sujet que je leur dis, c'est un SIRH. Le but, c'est de maîtriser la donnée, mais de maîtriser les process, mais de maîtriser la donnée. Si je maîtrise pas ma donnée, ça ne sert à rien. Donc la maîtrise de la donnée est très importante. Et quand on parle de la maîtrise de la donnée, on parle aussi de la maîtrise de la véracité de la donnée. C'est-à-dire que quand j'embauche quelqu'un quelque part dans un pays, il faut que quand je lui dis qu'il est cadre, ou quand je lui dis qu'il est qu'il est cadre, il faut que ça ait la même signification partout dans les pays, et pas que des pays à un autre. C'est moi je lui mets ça, mais je sais pas trop ce que c'est, parce qu'au moment où on va vouloir consolider les données, faire des statistiques de manière globale, si mes données de base elles sont pas bonnes, mes rapports ils sont pas bons. C'est mauvaise donnée en entrée, mauvaise donnée en sortie. Ça c'est, on le dit autrement d'habitude, mais voilà, ça veut dire exactement ça. Donc ça c'est vraiment la maîtrise de la donnée, et elle est très importante. Elle est très importante à la fois sur la fiabilité de la donnée en entrée, et puis de ce que je peux en faire. Excuse-moi, Anaïs. Un point qui est super important par rapport à ça, et je suis parfaitement d'accord avec Lionel, c'est que la donnée, en fin de compte, elle a beaucoup de granularité. Ça peut aller jusqu'à des détails si fins comme la taille du t-shirt du collaborateur ou la nourriture favorite. Vous allez me dire, ça a l'air un peu étrange, ça, comme point de données que je souhaiterais avoir, mais pas forcément. Si on fait par exemple un team building, avoir la taille du t-shirt pour donner un t-shirt avec le logo de l'entreprise à chacun des collaborateurs, boum, on a déjà la donnée. Si on ne veut pas tuer par malheur le collaborateur avec en l'empoisonnant avec
des fruits de mer, sachant qu'il est sans savoir, pardon, pour le coup, j'arrive plus à parler, qu'il était allergique. Et ben voilà, ça c'est des éléments qui peuvent sembler étranges, mais qui peuvent prendre aussi tout leur intérêt. Ce qui signifie bien sûr que, en dehors de ces deux exemples un petit peu caricaturaux, lorsqu'on va avoir par exemple une approche de coût salarié à l'international pour l'organisation, savoir par exemple par intitulé de poste quels sont les postes les plus chers, ça va nous permettre aussi de benchmarker en quelque sorte notre propre entreprise comparé à d'autres. Et donc il y a une prise de décision sur du vrai analytique, de la vraie donnée, ce qui signifie que la décision n'est pas juste par un sentiment d'estomac, mais bien par quelque chose qui est fondé sur quelque chose de beaucoup plus factif, qui serait les données, justement. Et justement, Jairo ou Lionel, on a dans le chat quelqu'un qui nous demande quelles sont les données RH les plus importantes à suivre alors? Alors, il y a le côté global, excuse-moi Lionel, Ouais, cette vue justement à l'international, donc la vue de l'entreprise. On pourrait parler par exemple d'un rapport type brut versus net de toute l'entreprise à l'international. Ça serait quelque chose d'un petit peu plus comptabilité, peut-être un peu plus finance, le coût par BU, tout simplement, par business unit ou par cost center. Mais on peut aller à des choses beaucoup plus profondes qui peuvent être tout à fait locales. Donc typiquement, en France, on va avoir quelque chose qui s'appelle la B2SE. Et ben, il faut qu'on puisse avoir de la data locale spécifiquement pour pouvoir créer nos rapports dans la B2SE. Ainsi que dans les autres pays, et ben, ces changements-là sont absolument importants à avoir. Donc il y a l'échelle, encore une fois, locale et celle globale. Très bien. Je voyais une question sur les réglementations locales, mais on y reviendra, ne vous inquiétez pas. Ça, je vous le garde au chaud. Je veux pas spoiler, mais c'est un sujet qui sera abordé tout à l'heure. Est-ce que Lionel, tu voulais compléter sur la question Non, alors, des données? Ouais, les données, donc, comme disait Jairo, il y a des données. Nous, par exemple, typiquement, quand on prend les exemples pour déterminer quelles sont les données qui sont à gérer en global et quelles sont les données qui sont à gérer en local, on va prendre un exemple, c'est sur le contrat. D'un point de vue global, ce qui l'intéresse, c'est de savoir que c'est un contrat à durée déterminée ou un contrat à durée indéterminée. Enfin, en anglais, on dit pas exactement ça, mais c'est comme ça que on va le dire. Mais par contre, vous avez en France, vous avez plein de types de contrats à durée déterminée. Et ben, au niveau global, quand on fait comment s'appelle, une consolidation au niveau global de tous les pays, c'est pas forcément une donnée qui est pertinente parce que c'est quelque chose que vous retrouverez pas autre part. Les contrats tous les types de contrats à durée déterminée qu'on a en France. Donc, par contre, ce qui nous intéresse, c'est de savoir que c'est un contrat à durée déterminée par rapport à un contrat à durée indéterminée. Donc, c'est ce niveau que vous allez toujours avoir, des niveaux qu'on retrouve partout dans tous les pays et qui va nous permettre de faire du reporting, de la consolidation et des choses comme ça. Et après, vous avez des données qui sont propres à chaque pays où là, on reste, ça va être géré en local. Et tout le travail sur la donnée, entre autres, pour pouvoir faire du reporting global, c'est de bien faire cette distinction entre ces deux types de données. Ok, je pense que c'est très clair. Alors, on a Coucou qui nous inonde de questions. On a des personnes très curieuses dans le chat. Alors, j'essaie de suivre en même temps parce qu'il y a beaucoup de questions, mais ce que je vous propose à la limite, c'est que j'en garderai quelques-unes pour la fin aussi pour qu'on puisse revenir sur les sujets qui auraient pu rester en suspens. Moi, j'aimerais bien, Jairo, que tu nous partages un peu pour qu'on ait un peu du pratico-pratique, comment faire un reporting global, puisqu'on est dans la donnée là. Est-ce que tu as des pistes à nous partager? Absolument. D'un point de vue solution, c'est justement le fameux mot que je viens d'utiliser un peu plus tôt, glocal. Glocal, voilà. On va s'en rappeler. Où la solution justement et la collaboration avec ce prestataire doit être à cette échelle-là. Et pour le coup, c'est véritablement les deux échelles en même temps. Pour avoir justement une donnée qui est consolidée,
pour avoir cette vue d'entreprise, cette vue d'organisation, Mm. mais qui peut être filtrée par local. Et ça, c'est extrêmement important. Un exemple que Lionel venait de mentionner plus tôt, c'est je vais mettre tous mes collaborateurs en cadre. Et ben, localement, non seulement la donnée sera fausse, mais aussi localement, si je donne l'exemple de la Roumanie et versus France, on devient cadre sur la base du salaire. Et pour le coup, c'est pas véritablement cadre, c'est plutôt des niveaux de seniorité Oui. qui seront implémentés. Et pour le coup, les taxes changent. Donc ça, c'est des éléments que si on commence à déclarer que tous nos collaborateurs sont cadres, quand ce n'est pas forcément le cas, eh ben, on sortira justement de la véracité de nos données, mais aussi de la conformité. Et pour ça, encore une fois, pouvoir avoir une solution avec des personnes physiques qui accompagnent, c'est extrêmement important. Typiquement, aujourd'hui, Deal, c'est plus de 110 pays avec nos propres entités, 3200 personnes, et on embauche encore 1000 personnes pour accompagner nos clients. Et ça, c'est des équipes de juristes, des équipes d'experts RH, des équipes légales, bien sûr, puisque ce n'est pas juste le droit du travail qu'il faut absorber, mais également toute la législation du pays ou des régions. Donc, on a des spécialistes RGPD, on a des spécialistes cloud, par exemple, pour les États-Unis, comme le disait Lionel en introduction. Enfin, voilà. Donc, le but, c'est d'avoir une solution dont la couche visuelle, c'est le globe, mais l'accompagnement est local, avec justement cette couche technique également de pouvoir filtrer localement. C'est très clair. Est-ce que Lionel, comme je sais que le sujet de la véracité des données, tu l'avais déjà plus ou moins abordé, mais est-ce que tu as des choses à compléter toi aussi sur cette question-là, avant que peut-être on réponde à la question de Coucou sur l'utilisation des données pour identifier tendances ou risques liés à la main-d'œuvre? Ouais, la véracité des données, en fait, c'est surtout la véracité des données globales, hein. Et c'est nous ce qu'on voit en fait de plus en plus des grosses entreprises, hein, sur le marché, en fait, rendent la partie, entre autres tous les process RH, on va le dire, ils les rendent maîtres par rapport à tout ce qui se passe en local. J'embauche dans un outil qui est un outil global. Je fais des changements de contractuels ou de gestion administrative d'un point de vue global, ce qui veut dire que j'ai mes référentiels qui sont globales. Et ce qui me garantit que, alors bien entendu, la personne qui saisit peut toujours se tromper. On n'arrivera pas à le changer. Mais ce qui me garantit que mes référentiels étant les mêmes, quand j'embauche quelqu'un à un certain poste, eh ben ce poste a la même signification dans tous les pays. Ce qui me permet après, bien entendu, de faire un reporting qui s'appuie sur des données qui sont, on va dire, les plus fiables possibles. Là où il y a quelques années, on faisait le contraire, on embauchait en local, et puis après on faisait des remontées, on remontait les données en centrale, et là on comparait des choux et des carottes, et c'était compliqué, voire on avait des gens qui étaient qui étaient incapables, et on avait des DRH qui étaient incapables de donner l'effectif dans des établissements, dans des pays de manière fiable. Donc oui, mes chiffres ils sont peut-être bons, mais ils n'étaient pas sûrs à 100% parce qu'ils n'étaient pas sûrs que les données qu'on leur remontait étaient les bonnes données. Ils sont sur un Excel. Donc le fait d'inverser, de dire j'embauche et toute mon organisation, toutes mes embauches, ça c'est du global, et après je fais la paye localement et ainsi de suite. Et ça change ça change tout ce sujet, et ça fiabilise énormément les données. Un point qui est super important par rapport à ça, pour appuyer en fin de compte ce que disait Lionel, c'est que les entreprises qui, en quelque sorte, automatisent leur processus RH, non seulement ils auront cette vue globale, mais ils vont réduire de à peu près 60% leur risque d'erreur. Ce qui est énorme. Oui, énorme. Pour le coup, c'est conséquent, ouais. Ce qui signifie que, bien sûr, les collaborateurs augmentent leur satisfaction de 40%, c'est ce que ma statistique dit,
mais je ne serais pas surpris que ça soit beaucoup plus, puisqu'on parle encore une fois de culture d'entreprise, image d'entreprise, et ce côté d'ownership de chacun des collaborateurs avec leur employeur. Et donc, réduction 60% d'erreurs, 40% de collaborateurs qui sont heureux, en plus, c'est immense, c'est génial. Ça fait du bien à la marque employeur, ça. Voilà. Et au business tout court. Et au business tout court. Comme je vois le temps qui défile, je me permets d'avancer sur le sujet suivant qui est donc la maîtrise de la conformité. Je sais que c'est un sujet que vous attendiez parce qu'on a eu quelques questions en rapport avec ce sujet. Si on reprend, pour le coup, si on précise sur le sujet de la paye, est-ce que on est censé estimer que le RH est le seul et l'unique garant, c'est sa responsabilité que tout soit conforme, si on prend le sujet de la paye par exemple, ou autre, est-ce que c'est lui qui a ce poids-là, lui tout seul? Alors, pour répondre à la question, il y a deux choses. Pour répondre à la question en fait directement, bien entendu, c'est ça restera toujours le responsable de paye local qui sera responsable de la véracité de la conformité de la paye. Néanmoins, de nouveau, faut pas qu'il le fasse tout seul. Il faut qu'il s'appuie sur un partenaire mais de toute façon, quel que soit, même en France, hein, quel que soit le pays, plus vous avez un partenaire qui vous garantit cette conformité, plus votre responsable de paye il est à l'aise sur ce sujet-là. Ça, c'est clair. Après, on a la dimension internationale. Moi, j'ai eu des clients, enfin des sociétés qui me disaient, de toute façon, s'il y a des erreurs locales, il y a des erreurs de paye ou des erreurs même d'éthique dans les recrutements, des choses comme ça, c'est un problème local. Et en fait, non. C'est un problème local au début, mais alors quand ça remonte en global, ça remonte vitesse grand V. Hein. Donc, si d'un point de vue corp, vous maîtrisez pas ou vous n'avez pas fait tout ce qu'il fallait pour que la conformité soit bonne, eh ben, au moment où tant que ça se passe bien. Mais dès que vous avez un problème, le problème va pas s'arrêter qu'au niveau local, ça va remonter très rapidement au niveau global. Alors, je parle pas d'une erreur sur un bulletin et tout ça. Hein. Je parle on a fait quelque chose qui était complètement en dehors des clous sur des sujets. Et là, ça remonte. On a payé, typiquement, on paye toutes nos primes directement en compta sans passer par la paye. Donc les gens ils payent pas de cotisation sur leurs primes. Ouais, mais ça c'est pas autorisé dans beaucoup de pays quoi. Donc c'est complètement interdit. Et donc c'est au moment où si c'est fait de manière globale, enfin si c'est fait de manière totale dans le pays, ça veut dire que derrière au niveau image employeur de nouveau ça va être c'est l'employeur qui a donné ces instructions là. Alors bien sûr, c'est pas ce qui s'est passé, c'est que l'offreur local il s'est permis de faire ça alors que il y avait donc la conformité alors qu'il fallait pas. Alors, donc la conformité hein, c'est pas qu'un sujet local, hein, c'est un sujet local mais qui va remonter en cas de problème très rapidement d'un point de vue global et qui peut avoir un impact sur la marque employeur. Du coup, c'est quoi les organisations, les solutions concrètes pour se sécuriser? Alors, la solution, c'est justement, comme le disait Lionel, c'est avoir un partenaire qui comprend et qui a cette expertise locale, mais qui peut se déployer à l'international. Ça, c'est la réponse courte. Pourquoi? Parce qu'effectivement, le RH a la planète sur les épaules, littéralement, beaucoup de fois. Et ce qu'il faut prendre en considération, c'est leur permettre de gagner du temps tactique versus stratégique. Et donc leur redonner leur raison d'être réelle, qui est pouvoir manager leur capital humain. Ça, c'est un point extrêmement important. Puisque typiquement, on va pouvoir se baser sur un partenaire ou un prestataire qui comprend ces règles, qui va directement dire « Attention, ça c'est une rubrique de paye qu'on ne va pas intégrer puisqu'elle est non conforme. »
tout simplement. Oui, mais c'est Mhm, quelque chose que mhm. je fais en France. Oui, mais la France est un réglementaire différent à celui de, je sais pas, la Chine, pour donner un exemple vague. Donc, typiquement, nous, ce qu'on peut observer, c'est que plus de 50% des erreurs faites en paye, typiquement, elles proviennent du fait de mauvaises interprétations. Donc, typiquement, si je lis un texte en anglais des États-Unis sur un changement de loi du travail, je vais l'interpréter avec mes connaissances à moi et pas forcément les connaissances locales. Ce qui signifie que le RH ou la fonction RH ne doit pas avoir connaissance de absolument tout, ne doit pas être multinationale dans le sens je suis naturalisé américain, français, chinois et dans tous les pays où je suis présent, puisque sinon ça serait extrêmement difficile, mais bien pouvoir compter justement sur un partenariat dont le partenaire a toutes les ressources nécessaires pour interpréter à leur place. Mhm. Très clair. De toute façon, on reviendra, je pense, à la toute fin un peu sur la solution Deal, parce que c'est votre expertise chez Deal, justement, d'accompagner les entreprises. Et justement, alors tout à l'heure, on a eu la question d'exemples, notamment de lois locales. Alors, pour pouvoir avancer, justement, j'aimerais bien que vous puissiez nous en partager quelques-unes pour répondre à cette question. Et puis, parce que je trouve ça toujours intéressant d'avoir des exemples très concrets. À quels exemples vous pensez? Alors, je pense qu'entre Lionel et moi, on pourrait préparer des quiz sans fin, puisque c'est vraiment quelque chose... À moi, sincèrement, ça me passionne. Je trouve ça extrêmement intéressant. Un exemple qui me vient à l'esprit, congé maternité. Si on Ouais. prend l'exemple français, le congé maternité, ça dépend si c'est le premier enfant, le deuxième, si on a des jumeaux, si on a des triplés. Et donc, par exemple, la maman, si elle a des triplés, elle aura le droit à jusqu'à 24 semaines, à peu près 2 ans. En Roumanie, directement, c'est 2 ans. Premier enfant, deuxième, peu importe, la mère a le droit de prendre 2 ans de congé maternité avec 85% de leur salaire assuré. Si on prend l'exemple de la Lituanie, eh ben, c'est pas 2 ans, c'est 5. Vous voyez, enfin 3, pardon. Donc, typiquement, c'est 3 années. Donc, typiquement, chaque pays a ses propres réglementations. Et ça, c'est des éléments qu'il faudrait pouvoir prendre en considération. L'autre exemple que donnait Lionel, c'est extrêmement pertinent, c'est en Allemagne, les collaborateurs doivent déclarer à quelle église ils sont rattachés, puisqu'il y a une taxe selon l'église à laquelle ils sont rattachés. Donc ça, c'est un point super important et quelque chose que nous, de notre côté, on va appeler tout simplement country specific. Et d'un point de vue modélisation, ben, c'est la base, puisque ce sont des éléments qu'on connaît et qu'on va pouvoir adapter pour chacun des pays. Si je prends le Mexique, au Mexique, ils ont les collaborateurs, lorsqu'ils partent en congé, selon les entreprises et les accords qui sont mis en place, ils ont le droit de demander jusqu'à 25% en plus comme bonus, on va dire, ou récompensation pour partir en congé sur leur salaire. D'accord. Ce qui est un point assez intéressant. Vous voyez, donc, chaque pays a véritablement... Ça s'invente pas, en fait, il faut le savoir. Si on le sait pas, voilà quoi, c'est fou. Exactement. Et un des sujets où il y a le plus de spécificité dans les pays, c'est tout le déclaratif. Le déclaratif propre à chacun des pays, en plus d'évoluer, parce qu'on a bien vu comment ça évolue, ça a évolué récemment en France, mais dans d'autres pays, le déclaratif, il est propre à chacun des pays et c'est vraiment alors ça peut être du déclaratif sous format de papier, ça peut être du déclaratif maintenant en France, un machine to machine avec des fichiers XML, des choses comme ça, mais on retrouve ça dans beaucoup de pays. Mais par contre, c'est vraiment spécifique à chacun des pays. Et c'est spécifique au sens là, il y a des vrais enjeux.
C'est-à-dire, vous vous trompez sur un bulletin de salaire de quelqu'un, après vous rectifiez, ça va. Vous vous trompez dans le déclaratif, c'est surtout des déclaratifs des impôts, des choses comme ça, et des cotisations. Ça peut engendrer, bien entendu, le fait que vous ayez des surtaxes des choses à payer en plus, puisque c'est pas accepté par les organismes. Donc le déclaratif, c'est quelque chose de très local, de très important à maîtriser en termes de conformité, parce que on a des impacts financiers derrière qui peuvent être critiques. Ouais. Et une sacrée charge mentale pour les RH quand on n'a pas de soutien. Enfin, j'ose même pas imaginer. Déjà, moi, personnellement, qui suis expatriée, je sens la charge mentale à mon échelle personnelle, mais alors j'ose même pas imaginer quand on est dans le rôle RH pour une entreprise. C'est très lourd. Et Antoine qui dit une seule erreur peut être critique, en effet. Il nous reste quelques minutes pour répondre à des questions. Si jamais des questions sont restées en suspens, je vous invite à les poser pour qu'on puisse revenir dessus. Et puis, en attendant de voir des questions s'afficher, moi, j'aimerais bien vous demander à vous deux, Lionel et Jairo, parce que s'il y avait une chose à retenir de ce webinaire, laquelle serait-elle pour résumer le propos du jour? Moi, ce que je peux dire, c'est que de mon expérience et de comment on voit évoluer le marché, les solutions internationales et globales répondent à énormément d'enjeux sur nos sociétés, et pas forcément des grosses sociétés. Moi, j'ai travaillé avec des sociétés qui avaient des implantations de 50 personnes, 100 personnes, 150 personnes dans les pays, mais avec toujours ce sujet de le directeur général qui tout d'un coup se retourne en réunion. Au fait, on va racheter une petite société qui fait 50 personnes, 100 personnes en Malaisie, et il faut que vous aligniez tous les process RH rapidement et qu'on fasse la paye, puisque ils étaient rattachés à un ancien groupe et que il faut qu'ils sortent de la paye de ce groupe-là pour aller chez nous. Donc et ça, s'il est tout seul, et puis la Malaisie, c'est déjà à peine le mettre sur savoir où est-ce que c'est sur la carte. Donc s'il est tout seul pour répondre à cette question, il est embêté. Maintenant, il a un partenaire qui est global. Il a un partenaire. Alors bien entendu, aujourd'hui on a Deal, mais il y a d'autres solutions sur le marché. Et s'il a un partenaire global, c'est déjà, il est rassuré. Il sait qu'il va pouvoir s'appuyer sur lui, il va pouvoir et voir, et même souvent il peut sortir des grilles qui est fourni par son partenaire en disant la Malaisie, je peux vous dire en combien de temps on peut le mettre en place pour tant d'employés, et combien ça va nous coûter. Et ça, en termes de prédictibilité, c'est énorme. C'est super important. Et puis derrière, ça c'est la mise en place. Et puis derrière, il y a et puis ça me garantit aussi que la solution que je mets en place, c'est pas une solution que un petit offreur, je veux pas dénigrer, mais un petit offreur qui, je sais pas s'il sera encore avec nous dans 3 ans ou 4 ans, et des choses comme ça. Je ne sais pas quelle est vraiment sa qualité. Et il faudrait que je fasse une étude de marché, j'aurais pas le temps. Et donc là, il s'appuie sur quelqu'un qui est en place, qui a déjà toute la connaissance aussi. Et puis j'ai un contrat global avec cette personne-là, donc au moindre problème, je m'appuie sur mon contrat global, quoi. Ça répond un peu à la question de Laurence, parce qu'elle dit, est-ce que vous travaillez avec des grands groupes et est-ce que c'est plus difficile avec les grandes ou les moyennes entreprises? Peut-être Jairo, tu veux compléter pour nous partager en même temps ton récap, ton mot de la fin sur le sujet du jour? En toute franchise, tous les segments sont à différentes échelles plus ou moins complexes. Ce qui signifie que, bien évidemment, que d'un point de vue réglementaire, par exemple, très similaire à ce qu'on vit en France, à chaque fois qu'on atteint un certain seuil de nombre de collaborateurs, il y a de nouvelles obligations qui apparaissent.
Donc ça, c'est un point super important. Typiquement, en France, si on commence avec une toute petite entreprise, on atteint 11 collaborateurs, et bien il faut commencer à avoir un représentant dans le CSE. On passe à 50, 60 collaborateurs, il faut avoir une BDESE, etc., etc., etc. Et ça, maintenant, il faut l'imaginer à une échelle globale. Puisque aux États-Unis, il y a les mêmes responsabilités, typiquement avec les bénéfices. Une entreprise qui commence à avoir 5, 8 collaborateurs, 10 collaborateurs, il faut qu'ils puissent mettre en place un plan de retraite, ce qu'on appelle un 401k pension plan. Donc ça, c'est des éléments qui sont super importants. Et pour le coup, si aussi on veut être attrayant comme employeur aux États-Unis, eh bien, il faut qu'on propose un bénéfice de ce type-là. Donc typiquement, ça, il faut le comprendre. Et pour ça, il faut avoir le partenaire qui peut nous accompagner. Est-ce que je peux te proposer une transition, justement? C'est le bon moment, non? Peut-être pour nous dire quelques mots sur Deal, puisque tu parles de solutions. On a l'exemple de Deal. Absolument. En très bref, l'idée de Deal, c'est de pouvoir embaucher tout type de talent partout au monde. Et ça, soit en gestion de capital humain de freelance ou de contracteurs indépendants, également faire du portage salarial, donc surtout pour des territoires où l'entreprise souhaite découvrir le potentiel de ce nouveau territoire, ne pas forcément démarrer avec une entité déjà sur place et embaucher des personnes, puisque ça peut être une tâche qui est extrêmement lourde et qui potentiellement n'aurait pas beaucoup de sens, surtout si c'est un territoire qu'on ne connaît pas. Mais une fois qu'on a cette connaissance du territoire, qu'on voit que d'un point de vue business, ça a parfaitement de sens, on peut même accompagner nos clients à implémenter leurs entités dans chacun des pays. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, on est présent dans véritablement plus de 120 pays. On est, comme la slide le dit, plus de 3200 collaborateurs. On embauche encore 1000 collaborateurs. Avec toute une équipe d'experts RH, d'experts paye, d'experts légaux. On gère à peu près 27 000 clients, enfin plus d'ailleurs. Et on va avoir quelque chose comme 10 milliards d'euros en mouvement par année, tout simplement des salaires et de la paye de ces salariés. C'est impressionnant dit comme ça quand même. On imagine. Exactement. Donc, mon mot de la fin, pour être très transparent, c'est le changement, c'est la seule chose qu'on va avoir absolue dans nos vies. Le département RH, c'est un très bel exemple de ça. Les changements, c'est quelque chose qui vont arriver tout le temps. Soit on les subit, soit on s'adapte et on continue à grandir. Et là, le département RH, c'est pour ça que pour moi, en toute franchise, c'est les super-héros. Puisqu'ils vont toujours s'adapter. Je sais que c'est très caricatural, mais je le vois tous les jours depuis plus de 7 ans. Et pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Non, je trouve ça beau. Je pense que ça fait du bien au RH d'entendre ça aussi. Ils en prennent quand même beaucoup plein la tête. Ça leur fait du bien aussi de l'entendre un peu, ça. On est d'accord. Et bien justement, s'il n'y avait pas de collaborateurs, et ben la boîte, elle ne serait rien du tout derrière. Laurence, elle dit oui, elle est d'accord, Laurence, dans le chat. Guylaine a dit merci beaucoup. Bah oui, merci. Et est-ce que Lionel, tu peux nous partager quelques mots au sujet d'Altea? Parce que quand même, vous aussi, vous œuvrez à l'écosystème RH. Ouais, donc nous on est un cabinet de conseil en transformation, donc on travaille sur les ressources humaines, ça fait encore 75% de notre activité. On s'est diversifié récemment sur tout ce qui est finance, achat et supply chain. On a pratiquement 20 ans d'existence. On a servi pendant ces 20 ans plus de 800 clients avec 60% des grands comptes et 40% du middle market. Et on fait 28 millions de chiffre d'affaires. On est 250. Sur les 250, on est à peu près 200 consultants qui travaillent sur les RH. On a une activité qui fait à la fois qui balaye tous les SIRH, alors de la paye, gestion administrative de la paye, à ce qu'on appelle Human Capital Management, donc la gestion des talents, et puis la GTA avec également toute une partie conduite du changement qui est souvent un aspect qui est sous-estimé, mais qui est et pourtant qui est partout.
Ouais, ce qu'il faut savoir, c'est juste une petite stat qui est toujours intéressante, c'est 80% des projets qui démarrent mal ou qui ont du mal à aboutir et des choses comme ça. Et ben quand on fait les retours d'expérience, 80% vous disent c'est la conduite du changement qui a mal été faite en fait. Ah mais bien sûr. Donc c'est quelque Ça chose pourrait faire l'objet d'un webinaire à part entière, je pense même le sujet de la conduite du changement. Et malheureusement, ce qu'on voit nous, et je le dis bien malheureusement, c'est que quand il y a besoin de faire à un moment des choix, c'est souvent la conduite du changement qui est le parent pauvre de ces choix, pour qu'après on dise c'était pas le bon choix en fait de faire de réduire ce sujet-là. Donc voilà. Et nous on accompagne depuis ça va faire maintenant 3-4 ans, un peu plus, des sociétés justement sur des déploiements internationaux. Donc des grosses sociétés ou des petites sociétés. Alors de grosses parce que récemment, moi je travaille pour une société qui fait plus de 21 000 personnes et qui se déploie sur, qui est déjà en place, mais qui doit changer de solution sur l'Afrique et pour même un peu plus gros que l'Afrique. Et puis on a travaillé aussi sur des sociétés qui étaient plus petites avec des sociétés avec des entreprises qui avaient 50, 100 personnes avec des déploiements. Alors soit c'était des gens qui faisaient des panneaux solaires, d'autres qui faisaient du gaz, des choses comme ça. Et à chaque fois on retrouve toutes les problématiques dont on a parlé. Est je vais le dire avec mes mots, j'en ai assez d'avoir 36 interlocuteurs et que chacun me dise ce qu'il a envie de me dire d'un point de vue local. Je veux un partenaire global qui me garantisse que ça va bien se passer et que quand on va me demander de faire du reporting, et même moi quand je veux faire de la prédictibilité, les données que j'ai, c'est des vraies données et pas un espèce d'agglomérat de choux et de carottes et que je suis incapable de gérer, quoi. On est là pour gérer d'où ton expertise. Pas faire de la choucroute. Voilà, exactement. Parfait. Écoutez, on a un petit peu dépassé. On pourrait ne plus s'arrêter tant le sujet il est dense, il est riche. En vrai, il y a encore plein de choses à dire, mais bon, on est bien obligé à un moment donné de fermer la boutique. En tout cas, je note que vous êtes encore très présent. Je vois qu'il y a un taux assez conséquent, c'est que le sujet vous passionne. Donc vraiment, merci. Merci à vous d'être là dans l'audience, de nous avoir écoutés, d'avoir participé, posé vos questions. Il y a potentiellement des questions qui sont restées en suspens. Et si jamais c'est le cas, on vous a mis le contact de Jairo et Lionel qui, je pense, se fera un plaisir de vous répondre. En tout cas, merci à vous deux. J'ai vu des réactions dans le chat. J'ai l'impression que tout le monde est hyper satisfait. On a beaucoup apprécié l'échange. Donc, un gros merci à vous deux, Lionel et Jairo. Merci à vous. Merci. Et moi, je vous retrouve mardi prochain. On a encore un webinaire. L'été commence, mais on n'a pas encore tout à fait terminé avec Culture RH. On a un webinaire prévu mardi. C'est le dernier avant la pause estivale pour parler innovation et RH. Alors, c'est très large, mais il y a plein de choses à dire. Donc, rendez-vous mardi prochain à midi. Si je dis pas de bêtises, je vois que la team Culture RH a mis le lien dans le chat. À très bientôt. Merci à vous tous. Très bonne journée. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir, merci.